Alors, c'est la première partie, s'il vous plaît, parce que tout à l'heure, on aura une seconde partie et on aura donc l'occasion de redonner la parole à d'autres frères qui vont donc poser des questions. Alors, la toute première partie sera donc bouclée à travers les réponses aux préoccupations du ministre. Je sais que vous êtes assoiffé et que vous voulez donc l'écouter. Alors, avec votre permission, si vous le permettez, je vous en prie, est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever pour donc accueillir, sous vos applaudissements, Monsieur le ministre, l'ancien ministre d'État, Kwame Kouché. Asseyez-vous, sinon vous passez pas annulé. Merci beaucoup, chers amis ici présents. Merci, chers frères. Je commencerai par vous présenter mes excuses. Ça fait bientôt 2 ans que je suis parmi vous ici, même si c'est de façon intermittente. Je n'ai jamais eu l'occasion de me retrouver en famille tel que je le suis aujourd'hui avec vous. Beaucoup de vos responsables m'ont approché à plusieurs occasions pour me dire « Tes frères de la diaspora des USA souhaitent te rencontrer ». On n'a pas pu organiser. Mais ces derniers temps, je n'ai pas pu résister, simplement parce que la pression était tellement forte. Et c'est à travers les interventions ici tout à l'heure que j'ai compris que le sujet était un sujet d'importance. On peut vous traiter d'avoir détourné pendant que vous avez été ministre. Ça ne peut pas concerner tout le monde parce que tout le monde ne peut pas être ministre. Mais lorsqu'on a votre passeport, ça peut arriver à tout le monde. Je crois que c'est ça qui a fait que la pression a été si grande ces derniers jours. Je dirais que ce serait égoïste de ma part de réunir tout le Bénin en miniature aux États-Unis et de ne parler que de ma personne. Vous avez quitté tous les États des États-Unis. Quelqu'un m'a même soufflé tout à l'heure que c'est la première fois que la diaspora béninoise se mobilise aussi massivement venue de tous les États. Je vous en sais gré et que Dieu vous remercie. Je vais essayer, puisque je ne suis pas encore prêt à engager mon agenda politique, compte tenu de certaines obligations que mon statut ici m'impose en termes de réserve, que j'ai déjà partagé avec ces responsables. J'essayerai de vous répondre tout en restant collé à mon obligation de réserve. Mais je préfère m'intéresser aux questions du pays qu'à ma question personnelle. Aucun projet personnel ne peut réussir dans un environnement dans lequel il n'y a plus de démocratie. Donc, plutôt que de parler Kwame Kouché debout ici ce soir, je voudrais plutôt m'intéresser avec une pensée précieuse à toutes ces jeunesses béninoises que la République est obligée de protéger, mais qui malheureusement aujourd'hui voit son avenir s'assombrir chaque jour et à laquelle on note toutes les opportunités. La dernière preuve, c'est le vote du code électoral, qui est une façon catégorique de dire désormais, jeunes, on ne vous voit, on n'a aucune sphère de décision, sauf si vous êtes prêts à aller faire ce qu'on appelle le bonheur à genoux. Mes pensées également vont pouvoir aller à nos mamans qui ont été dégagées sauvagement des routes, des abords des voies, sans qu'aucun plan de sauvetage et alternative de pleurs soit mis en œuvre. Je ne vais pas m'intéresser à ma question personnelle sans penser à ces milliers de Béninois qui n'arrivent pas aujourd'hui à s'assurer 2 repas par jour. Mais je dois aussi avoir une pensée pour ceux qui pensent aujourd'hui qu'ils sont en position de force et qui soutiennent aveuglément un dispositif qui est en train de procéder systématiquement à la déconstruction de notre pays. Nous devons avoir une pensée pour eux, parce que nous, demain, les persécutés d'aujourd'hui, nous ne serons que leurs doyens. Parce que la même machine
qui boit aujourd'hui les boira demain. Les dictatures, c'est comme les systèmes de freinage des véhicules. Quand ça finit par bouffer les patins, ça bouffe le disque. Je ne finirai pas sans avoir une pensée pour la minorité de députés qui est encore au pays et qui essaie de lutter pour que notre démocratie reste haut. Ils sont tous les jours menacés, ils sont tous les jours humiliés, ils sont tous les jours traités de n'importe quoi. Soyez rassurés, hein? Ne soyez pas étonnés que demain, vous tous qui êtes ici, vous puissiez faire l'objet d'un mandat d'arrêt interplanétaire. Parce que c'est la filière qui marche le plus au Bénin aujourd'hui. C'est ça la filière qui marche. Je ne finirai pas sans avoir une pensée précieuse pour le président Boni Yayi. On peut ne pas être d'accord avec lui. Nous devons avoir une pensée pour lui, pour toutes les humiliations qu'il vit aujourd'hui. Parce que si nous qui l'avons servi, nous sommes traités de la sorte, c'est d'abord lui qui est visé. Parce que quand on dit que tes enfants sont des bandits, c'est que tu es un chef bandit. Je ne reviendrai pas sur les comparaisons. Je ne souhaiterais pas que le sujet soit un sujet de polémique. Je vous dirai simplement que depuis 2 ans, j'ai choisi une solution de sagesse. Une solution de sagesse parce que j'ai tiré énormément de leçons à mes positions antérieures de ce que la guéguerre entre le président Boni Yayi et le président Talon a pu causer comme dommage économique au Bénin pendant les 4 dernières années du président Boni Yayi au pouvoir. Les plus grands perdants, c'était le pays. À partir de ce moment, en 2016, j'ai dit, il ne sert à rien de pouvoir rentrer dans un autre cycle de guéguerre, Talon et une autre personne. Moi, je n'ai pas eu la chance, sinon l'occasion, d'avoir bâti une fortune sur la base de la malgouvernance, comme certains l'ont fait et l'ont avoué à des occasions solennelles. Nous savons aussi comment occuper un gouvernement. On est seulement président d'un pays, on ne peut pas être président du monde. Chacun de nous a ses raisons. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de toujours plonger nos populations dans un stress pendant que les problèmes de développement sont là. Et depuis 2 ans, j'ai choisi de rester dans la solution de sagesse. Ma deuxième raison, c'est que, comme je l'ai dit, je le répète encore, le président Talon ne peut pas être mon adversaire. On n'est pas de la même génération. Il est le soleil qui se couche. Et moi, je suis le soleil qui se lève. Entre les deux soleils, le soleil qui se couche et le soleil qui se lève, il n'y a pas de croisement possible de rayons. J'ai choisi de ne pas rentrer dans une polémique parce qu'il n'y a rien qui puisse nous opposer. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Comme vous le constatez depuis 2 ans, on a dit tout à l'heure les dossiers caca. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire même que sans mettre des enfants au monde, on met des dossiers au monde, on donne mon nom à ça. Tout ça, ce n'est pas un problème. Mais je dirais simplement que c'est grave pour notre pays et c'est dommage pour un président qui a été élu à 65%. Et quand je regarde la tête de certaines personnes qui ont porté le président Talon au pouvoir, quand je regarde les premiers pas qu'il a posés, quand je regarde la posture qu'il a même affichée à son discours d'investiture, moi-même personnellement qui suis ici et qui suis prêt à le combattre. Amen. J'étais un tout petit peu confus. Quand j'ai écouté son discours, j'ai dit ce type il a quand même de la consistance. J'étais assis avec Sébastien qui m'a dit, tu crois que c'est pour rien que je n'ai pas soutenu ton plan? Ben, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il s'est mis dans un engrenage où il abandonne sa propre marque, il abandonne son agenda et il rentre dans un otage politique où je crois qu'il est désormais possédé par une mafia politique qui a été celle qui a retenu notre pays à l'étape où elle est aujourd'hui depuis 1990. Aujourd'hui, nous n'avons plus qu'un seul choix, c'est de résister.
Nous devons résister pour aider lui-même, le président Patrice Talon, à sortir de la mafia dans laquelle il est pris aujourd'hui comme otage, pour retrouver sa marque. Parce que si j'ai vu avec des gens comme les Azanaï, qui a choisi aujourd'hui de faire l'opposition d'option, ce n'est pas tous les Béninois qui arrivent à démissionner. Si je vois beaucoup de personnes parmi vous qui êtes ici ce soir, qui avaient accompagné ce mouvement, quand je sais qu'il y a 65% de Béninois qui l'ont porté au pouvoir, c'est qu'il y avait quand même quelque chose qui était consistant dans son programme. Nous devons résister pour son bonheur, pour qu'il retrouve cet esprit-là et qu'il sorte de l'otage dans lequel il est aujourd'hui. C'est le premier sens de mon combat. Il ne peut pas être mon adversaire, je ne peux pas être son adversaire. On n'est pas de la même génération. On m'a dit que tout ce qu'il me fait, c'est pour faire 2 mandats. Il n'en a pas besoin. C'est le peuple qui est l'arbitre. Une chose est sûre, il peut faire 2 mandats, il peut faire 3 mandats, il peut faire 10 mandats. Le jour où il sera en train de partir là, le temps qu'il aura passé au pouvoir ne réduira pas la durée, sinon la différence d'âge qu'il y a entre lui et moi. Donc moi, je suis occupé à autre chose. C'est pourquoi je ne me suis pas occupé de lui. C'est pourquoi je ne me suis pas occupé de lui. Le pays aujourd'hui est l'otage d'une minorité. Et quand vous allez, il n'y a que la peur. Le Bénin n'avait jamais autant fait peur à ses fils. Moi, je ne suis pas trop vieux, mais pour le peu de temps que j'ai vécu, partout où tu passes, c'est avec fierté qu'on parle du Bénin. Allez au Togo, à côté aujourd'hui, vous avez des exilés béninois au Togo. Vous avez des réfugiés économiques au Togo. Vous avez des réfugiés politiques au Togo. Et pourtant, c'était le Bénin qui était le pays phare de la région. Le président Talon est fier de ça? Je ne crois pas qu'il soit fier de ça. C'est pourquoi nous devons résister pour l'aider à retrouver la marque qu'il a affichée dès le premier jour. Et la marque pour laquelle 65% des Béninois l'ont porté au pouvoir. Nous devons aussi organiser cette résistance pour aider cette minorité de magistrats et de policiers qui sont entretenus aujourd'hui pour détruire la République. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Les dictatures, c'est comme le système de freinage d'un véhicule. Quand ça finit par bouffer le patin, ça va bouffer le disque. Et observez très bien, dans tous les pays du monde, les fonctionnaires zélés ont une histoire. Mais au Bénin, contrairement, il y a une histoire pour les fonctionnaires zélés. Et cette histoire-là, ils n'échapperont pas à ça. Vous qui utilisez le titre de magistrat, de policier, que la République vous a donné pour détruire la vie des autres aujourd'hui, c'est le même système qui va vous détruire demain. L'histoire récente du Bénin montre qu'il y a une histoire pour les fonctionnaires zélés. Nous devons résister pour montrer à ceux-là aussi qu'il y a un demain qui n'est pas loin. Enfin, nous devons résister pour que le Bénin, qui était notre label, nous puissions le retrouver. Et je vous dis encore ici ce soir que je prendrai ma part active dans cette résistance-là. Je prendrai ma part très active dans cette résistance parce que j'ai besoin d'avoir un président qui puisse mettre en œuvre ce qu'il a prévu lui-même et non ce qu'un otage politique lui indique. Nous devons résister enfin parce que la jeunesse de mon pays ne doit pas avoir comme boulot principal le WhatsApp et les réseaux sociaux. Soyez connectés avec le pays aujourd'hui. Vous verrez, si vous êtes dans 10 forums, 60 minutes sur 60, vous avez des messages. Vous croyez que ceux-là ont un boulot et ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux? C'est un indicateur palpable de sous-emploi et de chômage. Les Blancs même qui ont fabriqué le WhatsApp ne l'utilisent pas comme ça. Ben, cerise sur le gâteau, c'est qu'on dit que même ce WhatsApp qui les occupe, il faut maintenant taxer ça. Si vous ne voulez pas que les jeunes soient sur le WhatsApp, la seule façon de faire, c'est de leur donner du boulot. Même s'il a un laveur de véhicules et qu'il a 3 véhicules qui sont alignés dans son garage, il ne sera pas sur WhatsApp, il n'aura pas le temps. Aller dans les rues de Cotonou aujourd'hui, c'est comme un couvre-feu. C'est comme un couvre-feu parce que non seulement les gens n'ont pas l'argent pour mettre du carburant dans leur véhicule, mais aussi parce que
Les gens ont peur même d'être au Bénin en ce moment. Vous-même qui êtes ici, pour rentrer au pays, vous cherchez d'abord à voir si en descendant à l'aéroport, on ne va pas vous prendre. Parce que chacun de nous peut se voir coller à tout moment un flagrant délit. Même les histoires qui remontent à la Deuxième Guerre mondiale, on peut les renouveler aujourd'hui et dire que c'est un flagrant délit. Est-ce que ça, c'est le Bénin dont nous rêvons ça? Nous avons un président, c'est Dieu qui a voulu qu'il soit là aujourd'hui. Résistons pour l'amener à changer. S'il ne change pas, on va continuer de résister. Jusqu'à ce que la suite advienne. Maintenant, quand j'ai fini d'avoir cette pensée globale pour tout ce qui concerne les questions du pays, je n'ai pas voulu me particulariser parce qu'il me semblerait que, vu mon passé, je serais un potentiel pour 2021. Le temps est mon meilleur allié. Et j'avoue que de plus en plus, quand je vois tout ce que j'ai comme acharnement, je m'assois et je dis, mais pourquoi j'ai ça? Et je me dis, mais certainement que c'est parce que je suis capable de quelque chose. Et ça commence par me tenter. Ça commence par me tenter. Vous avez parlé tout à l'heure des dossiers. Je suis simplement aujourd'hui l'illustration vivante de ce qu'on appelle l'acharnement politique. Vous êtes très bien conscient que si réellement j'avais un dossier concret, depuis 3 ans qu'on me cherche, on ne serait pas là dans les suppositions. Ça fait 3 ans que tout un gouvernement utilise son national sur moi. J'avoue qu'au début, j'étais là, je dis, bon, c'est les incapables politiques qui ne sont pas capables de compétition, qui se disent, il y a un pouvoir qui est là, il faut profiter des armes non conventionnelles pour éliminer l'adversaire. Je veux dire, à partir du moment où lui-même président, il n'est pas mon adversaire, parce qu'on n'est pas de la même génération, ces nouveaux aspirants politiques qui pensent qu'il faut profiter de leur proximité avec le pouvoir pour affaiblir Komi Koutié, ils n'ont rien à perdre à attendre. Le moment de faire le corps à corps, je les rassemblerai, je les battrai comme j'ai l'habitude de le faire. L'affaire est devenue sérieuse quand mon problème de passeport est intervenu. J'ai dit, on ne peut pas enlever mon passeport sans que le président ne soit au courant. Ça veut dire que lui-même est dans le jeu. Et maintenant, je peux me lancer dans la résistance. Il faut que cela coûte. Lui-même est le symbole de la résistance. Il nous a appris comment on peut faire la résistance. Et je ferai cette même résistance aussi parce que je n'ai pas 2 nationalités. Je n'ai pas 2 nationalités. Et mes arrière-grands-parents ne sont venus de nulle part. Je peux vous dire, là où on a enterré le grand-père du grand-père de mon grand-père, ils ne sont pas descendants de quelque part. Je n'ai même pas la pièce d'identité dans notre pays. Et donc, je ne peux pas accepter comme arrêt la nationalité que j'ai, de façon aussi fantaisiste. Vous avez dû écouter que le seul dossier qu'on n'ait pas encore mis à ma charge, peut-être qu'il va intervenir d'ici à là, hein, c'est de dire que j'ai délocalisé le monument de la place du souvenir au rond-point de Panthère. Et ce n'est pas exclu que ça vienne dans les tout prochaines années. Soyez rassurés, ça va venir. Parce que ce que ce gouvernement sait faire le plus aujourd'hui, je crois qu'ils ont plus de techniciens qui savent réfléchir, d'accord, pour faire des montages, que des techniciens qui savent planifier pour réaliser des actions de développement et soulager les populations. Et c'est dommage, comme je l'ai dit, pour un président porté au pouvoir à 65%, avec les têtes qui l'ont accompagné, avec les premiers pas rassurants qu'il a posés et qui se retrouvent dans cette situation aujourd'hui. Et donc, lui a sorti de sa vie. C'est suffisamment important. Le premier dossier qu'on m'a collé, j'ai dit, je ne vais pas trop m'attarder sur les dossiers. Parce qu'il faut pouvoir respecter la justice, même si elle est ce qu'elle est aujourd'hui. C'est une minorité de magistrats, je peux vous le dire. Et on les connaît. Et nous savons qu'ils ne sont pas mortels là où ils sont. L'histoire de tous les fonctionnaires zélés du Bénin les rattrapera. La preuve est qu'il y a un procureur général qui a inventé que j'ai perdu 800 millions dans ma maison. Il n'a pas fait 6 mois, on l'a déjà enlevé. Ça veut dire que cette histoire l'a déjà rattrapé. Ils seront tous rattrapés par ça. C'est comme ça que ça se passe. Des dossiers de concours,
jusqu'au dossier de perte d'argent, je vais vous expliquer très rapidement. Concours frauduleux, vous avez entendu mon nom, comme cela ne se devait pas. Le dossier, je ne suis pas ministre de la fonction publique. Je n'ai été que ministre des Finances. On a recruté près de 1000 et quelques personnes, il n'y a même pas eu un seul admis dans mon village. En tant que ministre à l'époque, j'ai fait ce que je devais faire. J'avais même demandé que le concours ne soit plus organisé parce qu'il y a eu des réformes au niveau de la douane. Ben, comme il y a des aspirants politiques sur le terrain qui ont dit au président Talon, nous là, pour prendre le département des collines, il faut nous aider à éliminer telle personne. C'est sur ce concours d'abord qu'on a appelé mon nom. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas raconté sur moi sur les réseaux sociaux. Le dossier est allé à la justice. Jusqu'à là où je vous parle, aucune implication de ma part. Peut-être comme je vous le dis, on peut créer un flagrant délit sur ça demain. C'est possible. Après ça, on a parlé du concours du dossier coton. Je ne suis pas ministre de l'Agriculture, au même titre que le pauvre Dianotin, qui n'a jamais été ministre de l'Agriculture. Le rôle que moi j'avais en tant que ministre des Finances, c'était que je puisse faciliter la mobilisation des ressources. Et ça, c'est le rôle d'un ministre des Finances. Auprès de la BOAD qui était l'arrangeur financier. Mon rôle ne dépassait pas ça. Donc, j'étais coordonnateur, sinon superviseur d'un comité qui s'occupait du suivi des aspects financiers. Vous pouvez comprendre que on dise qu'il y a des détournement de 125 milliards. Il manque à gagner, ce n'est pas un détournement. Sur 3 ans, moi, je n'ai participé qu'à une seule campagne. Et pas en tant qu'exécutant. Ben, la chambre d'accusation du Conseil des ministres a relayé mon nom comme cela se doit. Et comme cela ne se devait pas. Aucun agent du ministère de l'économie et des finances n'a été interpellé dans le dossier. Et celui qui était même le président de ce comité à l'époque, c'était le directeur de cabinet. Il a été pendant 4 ans, il est toujours en position. C'est la preuve que quoi? C'est la preuve que le ministère de l'économie et des finances n'était resté que dans le cadre de son rôle. Ce dossier aussi est allé à la justice. Aucune implication de ma part. Et pendant ce temps, tout ce qui a été écrit contre moi, on est allé partout. Comment on me le dédommage? C'est après ça qu'on est allé sortir le dossier du Fonds national de microfinance. Et le Fonds national de microfinance, je l'ai quitté il y a quand même quelques années. Parmi vous ici, je vois des financiers. Il y a au moins quelques-uns que je connais. Quand on dit que des états financiers sont certifiés, ça veut dire qu'un audit légal a été réalisé et qui a trouvé qu'il n'y a pas de risque probant de mauvaise gestion. Et comme moi, je ne pose aucun acte sans anticiper sur les impacts et les implications, au moins sur 10 ans. Quand je ne veux pas de visibilité sur 10 ans, je ne pose pas d'acte. J'ai pris le choix de faire en sorte que tous les comptes du Fonds national de microfinance aillent à la Cour suprême. Ce n'est pas toutes les structures qui le font. C'est la première structure au monde d'intervention publique en microfinance à être certifiée ISO. Même si aujourd'hui au Bénin, on a perdu la culture de ces standards, vous savez ici au moins ce qu'on appelle certification ISO. C'est là qu'on va, on dit qu'on a détourné 67 milliards. Et les 67 milliards, tout le budget que le Fonds national avait eu en 10 ans n'atteignait pas 60 milliards. L'enquête a commencé. Finalement, de 67 milliards, le parquet a établi moins d'1 milliard à justifier pour une quinzaine de personnes. De tout ce qui se dit, je n'ai jamais reçu de convocation. La seule convocation que j'ai reçue, c'est à ça que j'ai répondu. Et ça, c'est peut-être ma naïveté aussi qui m'a sauvé. Parce que je me suis dit, dans un pays où c'est le flagrant délit tous azimuts, si on envoie ce dossier en instruction, c'est peut-être que les gens veulent voir nécessairement clair. Pendant qu'on parlait de mandat d'arrêt et tout ça, je n'avais pas reçu de convocation. Et quand un de mes avocats m'a appelé pour me dire le juge a délaissé une convocation, j'ai dit je vais venir, il dit non, il ne faut pas venir. Je dis non, je vais venir, pourquoi je ne vais pas répondre? Je suis allé, le juge m'a reçu.
Je suis descendu de l'aéroport, j'ai quitté Casablanca, je suis descendu de l'aéroport à 5 h du matin. Je ne suis même pas rentré chez moi. J'ai attendu 7 h, 7h30 déjà, j'étais au tribunal. 7h45, on m'a fait signe que le juge est venu. 8h00, j'étais dans son bureau. Il m'a reçu, il m'a écouté. Il m'a dit, je n'ai pas d'indice qui puisse me permettre de vous garder, allez chez vous. Je sors son ordonnance et me convoque à nouveau pour le 20. Pendant ce temps, il y a eu déjà un grand bas au niveau du gouvernement. On dit Kouchi est venu. Pourquoi il va venir, on ne va pas l'arrêter. Comment il peut venir au Bénin sans qu'on ne soit au courant? Je ne peux plus aller librement dans mon pays. Or, c'est là-bas que j'ai tout. Je n'ai pas expatrié ma famille. Ma famille, mes enfants sont là-bas. Mon papa, ma maman sont au Bénin. J'ai des enfants de couple de femmes que j'ai adoptés qui sont là-bas. Donc, je suis lié au Bénin. On me dit le 20, il faut venir. Pendant ce temps, les accusations allaient déjà bon train. Pourquoi il est venu, on ne l'a pas arrêté? Pourquoi on n'a pas fait ceci? Non, il n'est pas venu. Ils sont allés démonter la caméra du tribunal. Ils ont vu que je suis arrivé. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait me tendre un guet-apens. Le 20, j'ai pris mon avion. Je suis descendu à Lagos. Et j'allais au tribunal. J'étais à Cotonou quand quelqu'un m'a appelé et m'a dit, si tu vas là-bas, ils ont donné des consignes pour que tu sois humilié. Je dis, comment il va être humilié? J'ai été déjà pour ma première comparution. Le juge veut que je vienne pour le fond du dossier. Je vais aller. Et c'est dans l'équipe qu'on a envoyé. Puisque ce n'est pas tout ce qu'ils font. Ils ne sont pas contents de tout ce qu'ils font. C'est dans l'équipe qu'on a envoyé que quelqu'un m'a appelé pour me dire, on nous a envoyé ici, on a dit, même si le juge vous prend et vous laisse, que nous on vous arrête, qu'on vous humilie. On est dans quel pays? Mon avocat a dit, on ne va pas te permettre ça. Il ne faut pas aller. Il a écrit, je ne suis pas allé. Mais le juge en question, pour ne m'avoir pas arrêté, on a commencé par le poursuivre. Quand je vois des griots écrits sur les réseaux sociaux, il faut qu'il aille répondre, il faut qu'il aille répondre, il faut qu'il aille répondre, ils ne savent pas de quoi il s'agit. On ne peut pas fonctionner sur la base de l'intoxication. Je suis allé répondre à la seule convocation que j'ai reçue. La deuxième fois, j'allais, on ne m'a même pas laissé le temps que le juge me reçoive, et on a déjà mis des policiers en civil. Il fallait l'humilier. C'est comme ça qu'on va répondre à la justice. Pourquoi on ne laisse pas la justice libre? Dans ce même pays, on a vu une affaire d'empoisonnement d'un chef d'État dans lequel un juge a pu avoir le courage de dire un non-lieu. Et rien ne s'est passé. Aujourd'hui, vous avez une minorité de juges, de magistrats, tout puissants, qui vous disent non, on ne peut rien en dehors de ce que le gouvernement nous dit. Donc, nous, on n'est pas des hommes. On n'est pas des hommes. C'est là qu'on en est pour le dossier Fonds national de microfinance. Pendant ce temps, comme il fallait mettre beaucoup de dossiers ensemble pour voir au moins la chance qu'un seul prospère, on est allé sortir un dossier de perte d'argent. Un pur montage. Je vous le dis, un pur montage. J'ai été informé de ce dossier par une communication du directeur de communication du chef de l'État qui a dit Komi Koutié aurait perdu 700 millions chez lui. Et dites-vous, c'est avant-hier seulement que j'ai vu la lettre du procureur qui parlait de 800 millions. Hier, j'ai vu un organe gouvernemental qui a dit ça fait 1,350 million, je crois. 1,350 milliard. Finalement, on ne sait même plus combien on a perdu. Puisque vous voulez savoir la vérité, ce qui s'est passé, c'est exactement ceci. Vous savez, il a été directeur de campagne d'un candidat. Et moi, je suis acteur politique depuis des années. J'ai commencé par faire la politique depuis même les classes. Donc la maison où je suis aujourd'hui, depuis 2005, c'est ça qui sert de siège de campagne Bouboni-Yahi dans notre région. Les régisseurs avaient apporté 95 millions pour les 6 communes des collines, le 6 février 2018. C'est 16 du mois.
et cet argent devrait être mis en place. Okay. On a dit à un moment donné qu'il fallait attendre le week-end qui allait suivre pour que ça se rapproche des élections. Ce qu'on a fait. Mais la nuit du 9 au 10, 2 jeunes sont allés prendre cet argent-là. Et quand j'ai appris, c'est moi-même qui ai saisi la police, qui a diligenté la police scientifique pour faire le constat. Après, il y a eu des dénonciations au niveau de la brigade de la localité, les enquêtes ont commencé. Tout cet argent a été récupéré à hauteur de 92 171 000. Le tribunal de Saint-Valois a connu de l'affaire. L'affaire a été jugée, définitivement classée, le 4 avril 2016. Les décisions sont là. C'est dans ça qu'on est allé voir le chef de l'État ou le gouvernement pour lui dire, bon, si on prend ça là, vous allez nous aider à finir avec lui. Et c'est sur ça qu'on demande aux députés de me poursuivre. La poursuite à l'Assemblée là, c'est ça. Mais ne soyez pas surpris. Les députés, on va les amener à voter ça. L'argument sera, il a qu'à aller laver son honneur en justice. C'est ça. Mais ce qui se cache derrière ça, vous le savez. On cherche simplement un argument pour obtenir une condamnation pour qu'il ne soit pas partant pour les élections. Mais moi, je vous ai dit, le combat que je fais n'est pas un combat personnel. Si c'est un combat personnel, je peux rentrer dans une organisation internationale ici et gagner ma vie avec ma famille. C'est un combat de système. Ils ne peuvent pas enfermer tous les jeunes que nous sommes. Et parmi nous, il y aura toujours des gens aussi valables que Komi Koutié. Donc ça, il faut plus que ça pour émousser mon ardeur. Et je peux vous dire que je ne serai pas la pilule qu'on va avaler avec la première gorgée d'eau. Ça veut dire que je ne me laisserai pas faire. Malgré la sagesse que j'ai observée jusqu'ici. Parce que je me dis, la conjoncture est déjà difficile. Il ne faut plus faire, c'est inefficace et inefficient de se mettre dans un bras de fer avec un gouvernement. Je ne vous le conseille pas. Rentrer dans un bras de fer avec un gouvernement, c'est inefficient. Mais quand vous avez le dos au mur, vous devez organiser votre résistance. Parce que l'instinct de survie, c'est le premier réflexe de tout être vivant. Et j'ai le réseau qu'il faut pour organiser mon instinct de survie. Et le combat de la jeunesse, je le ferai. Ce système qui décide ne vaut qu'au Bénin pour le temps que ça va valoir. Ça ne peut pas valoir au-delà des frontières du Bénin. Nous devons tous résister pour le changer. Voilà les dossiers de justice. Les dossiers Komi Koutié. Pour l'instant, j'apprends un autre. Parce qu'il y a un plan. Azanaï nous avons annoncé qu'il y a un plan de déstabilisation de la Sénat. Oui. J'apprends aussi qu'on trouve déjà un autre dossier Komi Koutié là-bas. Parce qu'on aurait donné un budget aux gens de la Sénat, ils se seraient payés des frais de souveraineté, et tout ça. La loi dit que le budget de la Sénat est voté et intégré au budget général de l'État. Et la loi donne au ministre de l'économie et des finances, une fois que le budget est voté, la marge de manœuvre de gérer les dépenses non réparties. La même procédure qui a donné, si c'était le cas, le budget à la Sénat, c'est la même procédure qui a donné les frais de souveraineté à tous les ministres qui sont là aujourd'hui. Au temps de Boni Yahi, les frais de souveraineté étaient limités seulement à quelques ministres de souveraineté. Aujourd'hui, tous les ministres ont des frais de souveraineté. Qu'on a me dit sur quelle base c'est axé. Et ce n'est pas les mêmes prérogatives du ministre de l'économie et des finances. Donc, le nouveau dossier Komi Koutié, c'est de dire on a donné de l'argent à la Sénat pour influencer les élections de 2021. Est-ce qu'on peut fonctionner comme ça dans le pays? Voilà ce que je peux vous dire sur les dossiers. Ceci étant, il n'y a pas deux choses derrière ça. La première chose, il y a de nouveaux aspirants politiques qui sont des bras cassés. Parce que la démocratie impose la compétition. Si vous pensez qu'il faut utiliser des moyens déloyaux, moi j'ai occupé les fonctions les plus importantes auprès du président Boni Yahi. Je n'ai jamais utilisé une arme conventionnelle contre un adversaire. Bien au contraire, quand ça s'utilise, je dis non, ne faisons pas ça. Et ceux qui sont autour du président Talon aujourd'hui, qui font les super autorités, les Django, ils savent le rôle que chacun de nous a joué pour amener les deux personnalités à l'étape où on est arrivé là.
Mais la roue tourne. Et elle tournera, ça je peux vous le dire. Elle tournera. Donc ceux-là se disent, si on affaiblit Koutié, nous allons être les bêtes des collines. C'est ça d'abord pour les législatives. Ben, au lieu de construire pour toi, tu dis que tu es en train de détruire pour l'autre. Tu perds ton temps. Parce que tu ne connais pas les matériaux avec lesquels pour l'autre est construit. Et tu veux détruire. Moi que tu veux détruire là, je vais me laisser détruire, je dois survivre. Donc le temps que tu dois utiliser pour construire pour toi, tu perds ça et tu détruis pour l'autre. Je voudrais finir par cet aspect en disant, si l'objectif c'est de démobiliser les gens en disant on a arraché son passeport, il ne viendra pas, il se trompe. Chez moi, il y a un adage célèbre qui dit, quand le maïs pourrit, c'est sous le grenier du propriétaire qu'on trouve ça. Je serai aux côtés de mes militants. Je ferai le combat avec mes militants. Et le combat démocratique. Voilà pour ce qui concerne les questions du dossier. Tout ce que je vous dis ici, je vous le dis sur honneur. Je vous le dis sur honneur. Moi, je suis né de parents très pauvres. Le respect de moi-même, la dignité, c'est les valeurs qu'on m'a enseignées. Et donc, tout mon parcours durant, je me suis battu pour ne pas laisser des failles. Et si j'en avais laissé, on ne serait pas là à dire il paraît depuis 3 ans. Il semble que je suis milliardaire. Mon maman m'a toujours dit que quand on marche sur ton compte sur le bon, je faut toujours dire Amen. Mais le problème que ça me pose, c'est que tout le monde dit qu'il est milliardaire, tous les jours on t'envoie des budgets. Que nos mamans nous excusent. Même les petites filles avec qui je peux aller prendre des pots, quand tu les vois, ils te donnent des budgets de millions parce que tu es milliardaire. Donc là, ça me met en difficulté. Ça me met en difficulté. Vous êtes ici aux États-Unis. On ne peut pas avoir été tout ce qu'on me colle au pays, là, et être aux États-Unis. Et ici aux États-Unis, j'ai le statut O1. Allez fouiller pour voir ce que ça veut dire. Et je l'ai obtenu sous l'administration Trump. L'année où je l'ai obtenu, ils en ont donné 2 pour tous les États-Unis. Ce n'est pas les usines de fabrication d'intoxication béninoises là qui sont plus performantes que le FBI ici qui fait les enquêtes. Qu'à cela ne tienne, la conférence nationale a définitivement mis fin à tout ce qui concerne la division entre les fils du Bénin. Je voudrais que malgré nos frustrations, nous puissions avoir en tête l'unité, l'union. Et qu'on se dise que les temps qui passent aujourd'hui, les mauvais esprits qui alimentent ces temps-là passeront. Mais c'est à nous de nous battre pour que les choses reviennent à la normale. En ce qui concerne les autres questions de préoccupation économique, je dois avouer que la conjoncture est effectivement difficile. Mais un gouvernement est élu pour apporter des solutions à la conjoncture. Je vois certains honteusement dire Yahya Boni a laissé un grand trou, c'est pourquoi on est à ce niveau-là. Et c'est honteux. Même si les 10 ans de Boni Yahi avaient été une inondation qui a ravagé tout le Bénin, et que depuis 3 ans, le gouvernement n'est pas capable de donner, ne serait-ce qu'un début de réponse, c'est que ce gouvernement est incompétent. Soglo a hérité d'un Bénin totalement par terre. Dans quelques années déjà, il a pu commencer par donner du sourire aux Béninois. En Haïti, un simple artiste, Martelly Michel, qui reste par ailleurs un ami, artiste, après Haïti, sorti de la catastrophe que vous avez connue il y a quelques années. Il n'a pas fait 6 mois avant de commencer par donner le sourire aux Haïtiens. Si un Boni Yahi qui a laissé un pays avec une croissance de 5,4% au moins, avec des programmes sociaux qui ont eu leur impact. On vient et 3 ans après on dit que le repas n'est pas cuit, soit c'est la tête de chat qu'on prépare, ou alors carrément ceux qui activent le feu le font avec déloyauté.
Moi, je pense que le président Talon, il peut, pour la durée de son mandat, faire quelque chose pour le Bénin. Ben, il a besoin de laisser tomber la quasi-population que nous sommes pour s'occuper de son travail. Et quand on dit croissance, moi je ne vois d'où est-ce que la croissance peut venir. Je le dis, si les autorités veulent me contredire, ils n'ont qu'à publier les chiffres officiels demain. Et je reviendrai devant vous ici pour dire j'ai tort. La croissance qu'on nous annonce, pour moi, c'est une fausse croissance. Ils n'ont qu'à me démentir en publiant les chiffres. Qu'ils publient les notes de conjoncture. Et qu'ils nous disent quelle est l'activité économique qui marche aujourd'hui au Bénin. Et qui sont ceux qui mènent cette activité-là. Les opérateurs économiques ont la peur dans le ventre. Les investisseurs étrangers ont la peur dans le ventre. On les chasse. On dit trouble à l'ordre public. On expulse les DG. La croissance là est créée par qui? La valeur ajoutée, c'est le secteur privé qui crée ça. Ils sont où, ceux qui créent cette valeur ajoutée? Moi, je ne vois pas. On a dit le coton. Mais on ne connaît pas les chiffres officiels du coton. Si le coton donne tel que le gouvernement dit, alors c'est que le Bénin est devenu une économie extractive. Et par définition, une économie extractive, c'est une économie que le prince a organisée, qui produit de la richesse pour son propre compte et les comptes de son camp. Donc, dans un contexte comme ça, où ce n'est que les chiffres du gouvernement que nous voyons, on ne peut que avoir la pauvreté qui augmente. Mais je crois que le gouvernement peut changer les choses. Je vous décevrai certainement, parce que sur la question du port autonome de Cotonou, vous allez entendre de ma bouche ce que vous n'aimeriez pas entendre. Je ne peux pas vous mentir. Aujourd'hui, j'ai mon honorabilité professionnelle qui est en jeu. J'ai une certification internationale désormais en partenariat public-privé, donc l'une des voies mondiales les plus autorisées à le dire. La concession du port, pour moi, c'est la seule opération crédible de partenariat public-privé que le gouvernement ait fait. Parce que la tendance nouvelle que les institutions internationales promeuvent, c'est ce qu'on appelle les contract management. L'État confie ses infrastructures à des privés efficients pour pouvoir les gérer. Donc, dans le principe, la concession du port n'est pas un problème. Mais le problème qui se pose, c'est l'opacité dans laquelle ça a été fait. Le gouvernement avait à partager, puisque c'est une infrastructure publique, il avait à partager quel est le diagnostic, quelles sont les faiblesses, et qu'est-ce que les Belges nous apportent. Personne ne connaît ce contrat-là aujourd'hui. Même ceux qui ont signé là, on a bandé leurs yeux, ils ont fermé, ils ont signé, on a rangé dans un coffre. Donc tant que c'est dans l'opacité, le soupçon des citoyens va augmenter. C'est ce que je peux vous dire sur la question de comment appelle-t-on, du port. Le franc CFA, je crois que c'est un débat abondamment déjà mené. Ben, le débat qui a été mené jusque-là, ça traduit plus la frustration de la jeunesse africaine que des débats techniques. Est-ce que je peux dire à la jeunesse africaine, s'ils veulent changer les choses, ils n'ont qu'à se battre pour prendre des positions politiques chez eux? Parce qu'ils ne peuvent changer que si demain, ils sont parmi les autorités monétaires. Ils ne peuvent changer que si demain, ils sont parmi les autorités politiques. Ils n'ont qu'à aller se battre. Et nous devons nous battre. Sinon, même si on crée un franc qui s'appelle Afrique, si les structures économiques n'existent pas, si les unions économiques régionales ne sont pas efficaces, si les unions douanières ne fonctionnent pas, ça ne donnera rien. Ça ne donnera rien. Donc je crois que c'est beaucoup plus une question de frustration de la jeunesse qui voit ces mots venir de partout. Et c'est une frustration légitime qui ne peut être réglée que si nous prenons position dans la gestion des affaires. Ce n'est pas facile, parce qu'on vous dira que vous êtes pressé. Moi qui suis ici, on me dit que je suis pressé. Je suis pressé parce que tu n'as pas pu atteindre le niveau que j'ai atteint quand tu avais mon âge, ou je suis pressé parce que tu es né après moi. Mon petit frère de moins d'un an et demi est en train de diriger la France. Et tu me dis que je suis pressé au Bénin. Ils vous diront que vous êtes pressé, mais battez-vous. Parce que beaucoup de la vieille génération avaient commencé par être ministre, même à 30 ans. Mais aujourd'hui, on vous dira que vous êtes pressé.
Travaillons aux côtés des aînés qui veulent que nous avancions, comme beaucoup qui sont assis ici, et combattons ceux qui ne veulent pas qu'on avance au nom de la légitime défense. Je m'en tiens à ça et je vous remercie. Continuons, on n'arrête pas. Est-ce qu'on peut continuer d'applaudir M. le ministre jusqu'à ce qu'il s'asseye? C'était prévu pour qu'il nous parle pour 20 minutes, mais M. le ministre, comme on le dit, s'est vidé. Et merci beaucoup, infiniment, merci infiniment.